Et lui, par contre, il a mis longtemps à enregistrer parce que sinon, on aurait pu commencer sur ça, sur ton jeu de mots. C'est dommage. Un jeu de mots Tu qui veux refaire ta restera, blague et on mime notre réaction. On rejoue. C'est tout à fait naturel. On fait pas la blague la bouche pleine. Titre. Tu parles pour moi là ? Ça va, je pensais m'être essuyé. Ah, je parlais pour moi. C'est un bon début. C'est vachement bien. Éloignez les enfants, s'il vous plaît. Éloignez les enfants. Nous sommes le lundi 1er septembre. Donc c'est la rentrée. Oui. Et comme on a toujours dit, le plus difficile, c'est la rentrée. Voilà. Alors, ce podcast ça peut être de la sortir aussi. Ce podcast est noté parent d'élève advisory explicit. Oui, il y a un content. gros explicite, voilà, machin, tout ce que tu veux. Avec moi pour cette émission d'hebdo, donc le 40e épisode, parce que on fait pas les saisons 2, machin, quelque chose. Maintenant, depuis le début, c'était le numéro d'épisode, donc j'ai continué. Épisode 40. Dans tous les titres sur Twitch et sur YouTube. Et bonjour à Twitch et YouTube si vous regardez en direct ou en différé, parce que je peux voir que vous regardez aussi les versions YouTube en différé. Merci à vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à participer. Il y a avec moi Elodie. Bonsoir. Mathieu. Bonsoir. Et Florian. Fucking hell. Voilà. Exactement. C'est une bonne ambiance. Ah, la bonne ambiance, comme dirait l'autre. Donc un numéro avec une composition un peu plus classique, 4 personnes autour du micro, c'est un peu plus classique pour nous. La semaine dernière, on était un peu trop là, trop tous là. Plein de choses. La rentrée. C'était la rentrée. Il fallait qu'à un moment donné, on soit tous là. Et c'était voilà. bon vivant. C'était bon vivant. Bon après, je ne donnerai pas de nom, mais il y a des petits vieux qui. Oh, ça va. Hein. Et tu te grilles toute Il parle seule. d'Elodie si vous vous posez la question. Tu te grilles Tout le monde seule. avait compris. Bah non. Il y en a. J'explique pour ceux du fond. Ouais, qui ont les dents qui baignent. Non, c'est pas ça. Non. Bref, tout ça, c'est l'épisode, l'hebdo, machin. On met le générique. S'il veut bien. Touchons du bois. Ça marche toujours. Faut d'abord demander à du bois s'il veut bien qu'on le touche. Le consentement, c'est important. Et effectivement, le conseil. Il a dabé. J'ai osé daber. Et voilà, Vous c'est allez pour faire ça qu'il faut quoi regarder les versions aussi en vidéo. Vous ratez des choses comme Mathieu qui dab et Florian qui floue. Bonjour, je suis flou. Je suis flou de toi, comme Alain Chabat. Comme Gilles Gabriel. On pourrait l'appeler Flourian. Florian. Oh, c'est Florian. Oui. Ah, il a refait le point. Oui, comme voilà. Jackie Quartz. Non, c'est juste une mise au point, oui, c'est ça. Oui. Ah, la Jackie Quartz. Cette référence-là, je l'ai. Tu l'as, c'est Bravo. bien. Oh là là, espèce de 2000. T'es jaloux. Non. Y a pas à l'être. Hein. Non, franchement, ça va. J'ai passé tout ce moment-là, donc maintenant je suis bien reposé, bien dans ma peau de vieux, sans cheveux blancs pour l'instant. Donc tout va bien. Bref, un épisode hebdo un peu plus classique où on va vous faire nos petites recommandations, mais aussi les choses que l'on a fait lors de la semaine passée, ou peut-être un peu plus, parce que la semaine passée on était tellement que je pense qu'on n'a pas pu tout dire. On a dû couper pas mal de choses, et pas que je pense, j'en suis sûr, puisque c'est d'un commun accord, on a dit on va arrêter là, ça fait déjà 1h30. Il reste encore à peu près la moitié. Un épisode de 3 heures. Dormir. C'est la partie 2. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est à 20h30 à partir de maintenant. C'est pour pouvoir dormir plus tôt. Vraiment, c'est des vieux. C'est Bah, terrible. pardon, mais je me lève à 6h, moi, le matin. Hein. Moi aussi. Oui, moi aussi. Hein Mais Voilà. toi, t'es jeune. Oui, mais j'ai dû courir partout pour arriver à l'heure, là, et je suis là. Oh, bichon. Moi, vous savez le proverbe, mens tisana in corpore sano. Hein? Ouais, je sais. Ah. Je voulais faire un truc. Vous connaissez un homme sain dans un corps sain, c'est mens sana in corpore sano. Et là, j'ai rajouté tisane. Donc, mens tisana in corpore sano. Un homme tisane Allez. dans un corps sain. Tout à fait. On un homme apprend tisane plein de dans un trucs corps ce sain. soir, j'adore ça. Point, Un homme je serai tisane moins dans un bête. corset. C'est ça. Oui. Il va falloir la laisser infuser.
Oh là, ça va être chaud, ça va être dur. À partir de cette saison, de cette année, j'ai décidé de me consacrer à quelque chose que j'aime depuis 1 milliard d'années. Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous pouvez voir que mes pseudos sur les réseaux sociaux ne sont plus Monsieur Série, parce que j'en parle beaucoup moins qu'avant, faut pas se mentir, et là j'avais décidé de reprendre le flambeau du jeu vidéo, parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, qui me passionne depuis longtemps, et je me dis autant le faire, et là on est début du mois, donc il est temps de sortir sa carte, son PayPal, ses sous. À plus. C'est Crédit Culture, je sais pas comment vous appelez ça. Voilà. Au lieu d'acheter des juste Crédit Q. Hein. Les Crédit Q, voilà. Donc si vous avez un OnlyFans pour vous payer les jeux, il n'y a pas de problème. On ne juge pas. J'ai décidé de commencer avec les sorties du mois, et sachez que j'ai déjà fait une petite curation, parce que on n'en a pas pour 3 heures à vous dire toutes les sorties. Donc à partir du 2 septembre, c'est-à-dire au moment où cet épisode sera en ligne, donc demain, vous pourrez sur PC, PlayStation 5 et Xbox jouer à un jeu qui s'appelle Metal Eden, qui est un jeu qu'on pourrait considérer comme Doom, mais avec des robots, dans un futur très très coloré, donc assez cool et aussi bien péchu. J'avais essayé une démo il y a quelques temps, et le jeu devait sortir au moment où le dernier Doom est sorti, puis ils se sont dit ouais, non, on va attendre un petit peu quand même, on va pas se prendre un mur devant. Voilà. Malin. Donc c'est malin le lynx. Hein. Il y a Hell Is Us qui sort le 4 septembre, qui est un jeu assez étrange, avec un gars qui défouraille bien dans un monde bizarre. Ça ressemble un peu à du Elden Ring et du Dark Souls sans en être, donc c'est-à-dire sans le côté sadomasochiste. Mais voilà, la côté histoire et les côtés graphiques fait bien plaisir. Et celui-là, bon, je vais le nommer parce qu'il faut bien, même si tous les réseaux sociaux en parlent, voilà, depuis qu'ils ont annoncé ça lors de la Gamescom. Le 4 septembre sort Hollow Knight Silksong sur PC, PS5, Xbox Series, Switch, etc. Sur à peu près tout pour 20€. C'est un jeu que les gens attendent depuis 7 ans. Voilà. Ils ont mis 7 ans à le faire, et apparemment tout s'est très bien passé pour eux. Ils ont mis 7 ans parce qu'ils avaient besoin de prendre 7 ans pour finir le jeu. Pas parce que c'était difficile apparemment, donc bande d'enfoirés, pour eux c'est facile la vie. Si vous aimez le golf, mais que vous préférez avec des trucs rigolos, il y a Everybody's Golf Hot Shots qui a rien à voir avec les films, qui revient sur PC, PS5 et Switch, et ça fait plaisir parce que ça fait quand même pas mal d'années. Je crois que c'est depuis la PS4 qu'on n'avait plus de numéro, donc ça fait quelques années. Si vous aimez le métal et les robots et les trucs japonisants, vous avez Daemon Ex Machina Titanic Cheyenne, et pas Chion. Parce que, bon, Chion, c'est un peu bizarre, sur à peu près toutes les consoles et sur PC. Si vous aimez les jeux qui travaillent avec le temps, l'horreur, la survie, et le tout par les gens qui sont occupés du dernier Silent Hill, Chronos de New Dawn sort le 5 septembre. Je vous passe les jeux de sport, parce que à peu près tous les jeux de sport sortent ce mois-ci ou en octobre. Voilà, de toute façon vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire. Si vous voulez être un pompier, pourquoi pas, il y a un jeu de simulation qui s'appelle Firefighting Simulator Ignite, qui sort sur PC, PS5, Xbox Series, et c'est vraiment un jeu où on simule. Oui, Mathieu. Est-ce que les pompiers sont beaux ? C'est toi qui joues le pompier, donc oui. Oh. Arrête. Et si tu te sens pas beau, tu peux devenir beau, en fait, un beau pompier grâce à ce jeu vidéo. Exactement. Ouais, du coup, c'est bon, j'en perds pas. Voilà. Il y a, j'en passe quelques-uns, mais il y a Borderlands 4 qui sort le 12 septembre. Bon, je l'ai déjà précommandé, il sort sur toutes les consoles, ça va être rigolo. Je l'espère très très fort, parce que le 3, j'avais beaucoup aimé, mais il y avait des moments où j'étais en train de me dire, il serait peut-être temps qu'ils changent un peu leur scénariste, parce que quelques blagues qui tombaient un peu à plat. Donc j'attends ça avec impatience. Il y a aussi des jeux Lego qui arrivent, donc 2 jeux ce mois-ci qui arrivent. Il y a Lego Voyager, qui est un jeu qui se joue en coop sur toutes les plateformes le 15 septembre, et qui est un jeu d'exploration, de niveau, de plateforme un petit peu, avec des Lego que vous construisez, des personnages tout mignons, plein de couleurs, parce que c'est les Lego. Je vous en avais parlé, et je pense que j'avais montré à toute l'équipe des images du jeu Town to City. Vous vous souvenez des voxels, là, les machins ? Magnifique. Eh ben, ça arrive en Early Access le 16 septembre sur PC.
Ok. Et la démo était très très cool, donc j'ai très hâte. En Early Access aussi, et gratuit, le nouveau Skate, le jeu de simulation de skateboard de chez Electronic Arts, ça arrive sur toutes les plateformes. Donc gratuit, ça c'est dans nos prix. Il y a Arctic Awakening, un jeu avec un beau scénario, un peu comme Firewatch. Je sais pas si ici il y en a qui avaient joué à ça, Firewatch, où on jouait un gars qui, après la mort de sa femme, dit je vais devenir garde champêtre, et puis il y a une histoire qui se déroule avec des choses bizarres. Et là c'est la même chose à peu près, sauf que vous crachez dans l'Arctique avec un petit robot pour vous aider. Vous allez devoir vous retrouver dans tout ça. Donc c'est du narratif, exploration, et j'avais fait la démo et j'avais trouvé ça vraiment vachement bien écrit et vachement bien joué aussi. J'arrive au bout, je vous assure. Vous aimez attends. Oui. Attends. Faut pas que tu dises des mots comme garde champêtre dans ce podcast, parce qu'après je vais me taire pendant 1h20, ce qui est pas très radiophonique, parce que j'ai besoin de faire tout Shrek réplique par réplique dans ma tête. C'est quand même pas cool de ta part. C'est pas cool. Il y a Formula Legends, qui est un jeu de Formula One, de Formule 1, donc le 18 septembre sur à peu près toutes les consoles et PC. Où en fait c'est un jeu qui a l'air comme ça très cartoon, et en fait c'est une simulation de Formule 1. Donc j'avais fait aussi une petite démo, j'avais trouvé ça très très joli et plutôt tendu niveau conduite, mais c'était sympa. Wonder Stars, qui est un jeu très japonisant aussi, très animé, très dessiné à la main, où en gros on se bat en empilant des mots d'action. C'est-à-dire que par exemple on a le mot attaque, mais si on fait attaque fire, ça fait une attaque de feu. Si on fait super attaque fire, ça fait une super attaque de feu. Et donc il va falloir calculer chaque combat en utilisant les mots qu'on peut utiliser qu'une fois, 2 fois selon les situations. Et donc c'est un jeu un peu de réflexion comme ça en tour par tour. C'est très très cool aussi. Je crois que la démo est encore disponible. Avec des zombies, si vous voulez des zombies, il y a Dying Light The Beast qui arrive le 19 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series, un jeu où on fait du parcours en butant des zombies un peu partout, et ça a fait plaisir. Il y a Baby Steps qui devait arriver le 4 septembre, mais ils l'ont repoussé parce qu'il y avait Hollow Knight Silksong qui arrivait. Donc Baby Steps le 23 septembre, c'est un jeu où en gros on incarne un monsieur un peu débile en grenouillère qui doit réapprendre à marcher. Et chacune, il y a des touches qui servent à marcher, puis des touches qui servent à lever la jambe, puis l'autre, et c'est très compliqué. Ça fait beaucoup rire. Endless Legend 2, si vous aimez les jeux de stratégie et de création au tour par tour, avec un peu de fantaisie, ça arrive donc aussi fin septembre, donc le 22. Et alors, on arrive vraiment, vraiment au bout, parce que j'en peux plus. Sonic Racing Crosswords, c'est Sonic qui fait du Mario Kart, c'est le 25 septembre. On a aussi Silent Hill F, qui se passe dans les années 60, où on incarne une jeune collégienne japonaise, entourée par des choses assez étranges à Ebizuraka, une ville fictive. C'est un jeu d'horreur qui, moi, me tente bien, parce que franchement, si vous regardez les vidéos... 80 balles le jeu. Ouais, c'est le problème des jeux en ce moment. Et vous verrez que le jeu que je vous conseille tout à l'heure, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'est pas à 80 balles. Et puis en cherchant bien, pour être franc, Borderlands 4, il était aussi à peu près à 80 balles. Je l'ai payé 53. Et si il faut attendre un petit peu. Quoi. Non, faut pas attendre, faut juste pas tomber dans la précommande un peu trop urgente, et puis on y arrive. Ah oui. Donc, je l'ai précommandé, mais à la FNAC. Donc là, je l'ai eu à 53 balles. Et je regarde s'il reste des choses. Oui, Lego Party, qui est un jeu de party game avec des Lego, qui sort le 30 septembre. 60 mini-jeux, qui va chercher du côté pirate, espace, Ninjago, etc. En coopération locale et en ligne. Et ça, c'est bien, il y a du local. C'est de plus en plus rare, ceux qui jouent beaucoup le savent. Et si vous aimez les Nicktoons, donc les toons de Nickelodeon, il y a Nicktoons and the Dice of Destiny, qui est un jeu de action RPG avec Bob l'éponge et ses potes, le 30 septembre sur à peu près tout. Et je parle de plus en plus fort parce qu'il y a mes enfants qui parlent aussi en même temps. Et j'ai terminé. Voilà. Bravo. Bravo. Et slow clap. Et encore, je peux vous dire, j'en ai passé, mais genre à peu près la moitié. C'est la rentrée. Ne m'en voulez pas, mais il y en a beaucoup, beaucoup trop. Et encore.
Et encore. Et je pense que si je cherche sur mon Steam, je peux encore en trouver plein d'autres, des jeux plus indés, plus petits, mais voilà. On va faire comme ça. Hein. Voilà, calme. Petite sélection, c'est bien. Ouais, petite sélection, effectivement. Comme ça m'évitera de continuer à jouer à Cheese Rolling, le fameux jeu où on court dans une pente pour rattraper une roue de fromage dans un truc moyenâgeux. Mais c'est trop drôle. C'est très drôle, c'est d'autant plus drôle que quand tu cherches Cheese Rolling sur YouTube, tu vois des compétitions en Angleterre. Mais oui, parce que ça existe vraiment. Parce qu'il y a des gens qui le font réellement. Mais oui, ça vient de là. C'est un truc annuel dans le fin fond de l'Angleterre. Ouais, mais bon, en même temps, quand on sait le fromage qu'ils ont en Angleterre, c'est pas étonnant qu'ils l'utilisent pour faire des joutes comme ça, et plutôt que de le manger. Hein. Ah oui, on peut pas leur en vouloir. On peut pas leur en vouloir. Hein. Bon, bref, voilà. Mathieu, toi de ton côté, tu avais des choses ou pas je regarde, oui. En récap ou en récap En reco. En récap, je peux être hyper succinct pour faire écho à ma recommandation de plus tard. J'ai vu au cinéma le film Together que j'ai bien aimé, j'attendais beaucoup et j'ai été un peu déçu. En gros, c'est avec Alison Brie et Dave Franco. C'est un film d'horreur où le concept c'est voilà. Et le concept, c'est un couple qui déménage à la campagne, qui ont des problèmes d'intimité et ils n'arrivent plus à se retrouver. Et ils vont tomber dans un trou, ils vont ressortir du trou et il va leur arriver des trucs bizarres. Vous voyez, ils vont pas manger de fromage. J'ai vu le film, je vous promets, ils ne mangent pas de fromage dedans. N'ayez pas peur de ça. C'était pas un truc d'émental ou de gruyère. Ce sont pas des vies. Ils sont pas tombés dans une meule. Mais si vous voyez l'affiche, vous comprenez très bien l'idée, c'est que en gros, ils vont avoir une malédiction qui, s'ils se touchent, ils vont être collés ensemble. Voilà, c'est un peu du body horror, c'est assez drôle, c'est assez dégueulasse, assez marrant. Après, au bout de 30 minutes, on a à peu près compris où ça va, et ça tourne vite en rond. J'ai vu un autre film d'horreur qui est bien mieux, et je vous en parlerai plus tard. Et sinon, j'ai une micro-reco d'un podcast qui existe depuis un moment, qui s'appelle la Quinterview. Si vous voulez découvrir le monde du drag et que vous n'avez pas trop les moyens d'aller en voir, mais que vous avez du temps pour écouter des podcasts, c'est un podcast d'interview. Chaque épisode est centré sur un drag ou une drague, etc. Et elles sont très poussées, vraiment très intéressantes. Les épisodes se ressemblent pas. Je vous recommande notamment les épisodes sur Lola Dragoness, Mini Majesté ou Père Eustache, que j'ai adoré. Et surtout, ils ont lancé un hors-série cet été sur le même compte qui s'appelle les Queeros. Et là, le concept, c'est de réunir en général 4 personnes queer autour d'une table et de poser des questions de culture générale queer. Sauf que, évidemment, c'est des questions où personne n'a la réponse et c'est un peu ce qu'on fait ici, c'est-à-dire que c'est juste un prétexte pour dire de la merde. Voilà. Et c'est très, 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 très drôle. Je vous le recommande. On apprend plein de trucs qui servent à rien et on rigole. Voilà, c'est ma petite reco si vous voulez écouter des trucs. Ce qui est fou, c'est que quand tu parlais de Together, donc le film, je me suis dit que le concept de dès qu'on se touche, on est collé, ça pourrait faire penser à un jeu aussi un peu chiant et compliqué où en fait t'es genre Twister, mais on se colle. Voilà, c'est ça, Twister. Et bah puis, c'est un peu ça. Voilà, un jeu un peu chiant, ça peut être rigolo. Après, ça peut être aussi un truc un peu plus. Voilà. Là, c'est surtout très dégueulasse. C'est très dégueulasse. De toute façon, je crois que c'est l'affiche où on voit les deux yeux très proches, là, c'est ça ouais. C'est ça. Déjà ça, en fait, moi, ça me dérange. Ouais, dégueu. Ouais, mais en vrai, le film est pas si pire, quoi. Ça fait genre une étape, une deuxième étape, une troisième, et puis après, c'est genre... Enfin, c'est pas du spoil, on sait comment ça va finir depuis le départ. C'est pas les mêmes centipèdes non plus, quoi. Voilà, c'est mignon, ou alors c'est ridicule, mais c'est pas hyper violent non plus, quoi. C'est très... Ok. C'est pas Saw, c'est pas Human Centipede. Très bien, très bien. Je vais encore demander aussi par rapport à votre récap, hein, parce que en fait, j'ai oublié de faire un truc, c'est de faire le chemin entre les différentes sections. Mais Florian, bon, ton récap, du coup, si tu en as un comme tu l'avais écrit. Eh bien, oui, j'ai vu pas mal de choses, mais peu sont aussi intéressantes à évoquer que ce que j'ai vu ce week-end, puisque c'est une sortie limitée uniquement dans les cinémas IMAX.
du concert, du film-concert mythique de Prince de 1987 qui s'appelle Sign of the Times, qui est donc ressorti ici par Pathé Live, puisque donc je rappelle que c'est les cinémas Pathé qui ont l'exclusivité de l'exploitation IMAX un peu partout en France. Donc depuis le mercredi dernier et jusque au moins à demain soir, il va y avoir une poignée de séances. Donc le film ressort aussi dans pas mal de cinéma IMAX à travers le monde, surtout aux États-Unis. Donc Sign of the Times, qu'est-ce que c'est? En plus d'être l'album mythique de Prince de 1987, c'est aussi donc le film-concert qui a été enregistré donc en partie à Rotterdam, le fromage encore, on y reste, et réenregistré un tout petit peu à Paisley Park, avec ce qui est pas encore le New Power Generation, mais on va dire la première mouture du groupe de Prince post-Revolution, en fait, puisque peu avant la sortie de Sign of the Times, il avait décidé de tout simplement se séparer de The Revolution, de la grosse majorité des membres. Et là, en fait, on voit en gros, avec le remix en IMAX à la fois de la vidéo et surtout le remix en Atmos du son, en réalité, en fait, c'est une grosse redécouverte. Donc, je vais faire court, mais pourquoi donc les séances Pathé Live et qui plus est les séances IMAX Pathé Live, c'est au-delà de 20 euros, c'est au-delà de 22 euros, c'est le prix d'un petit concert, voilà, donc c'est quand même un investissement. Pourquoi donc les fans de Prince connaissent Sign of the Times, l'album et la réédition et le concert par cœur. Pourquoi il faut aller le revoir? Tout simplement parce que deux choses. Prince, jusqu'à sa mort en 2016, n'avait absolument aucun intérêt, enfin il a eu de l'intérêt vraiment sur les 2 dernières années de sa vie, de remasteriser et de vraiment rebooster son catalogue mythique, notamment des années Warner. Ce qui veut dire que tous les CD et éventuellement ce qui était en streaming étaient les versions, on va dire, telles qu'elles figuraient à l'origine, qu'elles étaient sorties dans les années 80-90. Il y avait une petite exception pour les best-of où il y avait du son remasterisé sur quelques singles, mais encore une fois, c'est que les singles. Donc en gros, il y avait tous les fans de Prince qui voulaient écouter les albums, devaient un tout petit peu monter le son, un tout petit peu avoir un bon son, parce que le son en streaming, en fait, c'était exactement copier des CD et ça n'aidait pas trop. En fait, là, depuis à peu près depuis 2017-2018, il y a toute une campagne de ressorties remasterisées où en gros, les sons sont absolument pristines, les remixes sont absolument impec. Et là, avec Sign of the Times, si vous l'avez vu en Blu-ray, si vous l'avez vu au cinéma, même en Dolby, à l'époque c'était exploité en Dolby stéréo à la fin des années 80, là c'est une grosse redécouverte parce que en fait le remix Atmos, même pour moi qui suis, je l'avoue, pas un gros fan de la période de Sign of the Times de Prince. Moi mes albums préférés, mes périodes préférées de Prince, c'est juste avant. C'est la période Parade, c'est la période Round the World. Donc tout ce qui est post-Purple Rain et pré-Sign of the Times. Par exemple, j'aime pas You Got the Look. Le concert, le film est entrecoupé du clip qui est tourné sur MTV de You Got the Look, qui est en qualité vidéo, donc ça vous attendez à rien. C'est vraiment mariné dans son jus. Mais le son et le remix Atmos est absolument décoiffant. Et même les gens qui étaient à Rotterdam et qui ont vu cette espèce de décadence pendant probablement 2h, 2h30, mais qui est ramenée à 1h30, n'ont pas eu l'expérience que vous allez avoir ou que vous êtes susceptible d'avoir en allant voir cette chose en IMAX. Vraiment, c'est très très rare parce que la plupart des ressorties IMAX sont pour des concerts, on va dire, de rock à peu près basiques. Mais on n'a pas énormément. Enfin, Beyoncé n'a pour l'instant pas d'intérêt à faire des choses en IMAX. Enfin, je donne des exemples comme ça. Mais pour l'instant, la puissance sonore est réservée surtout à certains genres qui sont surtout du rock classique. Là, c'est vraiment du funk une seule review qu'on se prend en pleine gueule, et c'est une redécouverte du film
en ce sens-là. Et l'autre chose que je voulais dire, hein, et je l'ai tweeté, je tiens à le re-signaler, encore une fois, Prince, il n'y en aura jamais deux comme lui, et vraiment, en 90 minutes, on a une leçon à la fois de leadership, avec vraiment un groupe qu'il venait à peine de former et qu'il a fait répéter de façon maniaque pendant des mois pour donner ce résultat-là. Donc c'était, voilà, Prince étant le showman et le staccanoviste qu'on connaît, là c'est vraiment le baptême du feu pour Cat Glover qui est vraiment de quasiment tous les plans, pour Shilai qui prend la place à la batterie. Donc c'est vraiment un baptême du feu qui est épuisant à regarder. C'est d'une dynamique, c'est d'une énergie, c'est d'une maîtrise dans les arrangements du live. C'est toujours absolument hallucinant, même pour des gens qui ont vu Sign of the Times pendant 50 fois. Donc, en fait, Prince étant un artiste XXL, hein, et Prince étant probablement le premier artiste vraiment de funk et de soul à squatter ces écrans-là, voilà, moi je ne peux que vous recommander cette redécouverte-là. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que, et c'est un tout petit peu la frustration, c'est que voilà, pour l'instant, les héritiers de Prince enchaînent ressorti après ressorti, cultivent un tout petit peu le secret sur ce qui vient ou ce qui vient pas. Logiquement, dans les prochains mois, on devrait avoir une ressortie de Around the World in the Day, qui est donc pour les 40 ans de cet album-là. Donc, logiquement, on devrait avoir une annonce incessamment sous peu, voilà, de cette remasterisation. Mais côté vraiment concert comme celui-là, on n'a pas énormément de ça. Et je pense que, vu le nombre de captations et vu le nombre de concerts qui existent, et qui ne demandent qu'à avoir cette espèce de remaster de luxe, où en fait tout le son, en fait, littéralement vous pète à la gueule, moi j'ai très très envie, en tant que super fan, d'avoir des captations inédites de Prince, remasterisées en IMAX, et voilà, servies chaudes, des choses que vraiment personne n'a jamais vues, ou les gens forcément qui n'étaient pas dans la salle ne l'ont pas vu, ou les gens qui l'ont sur VHS, qui ne l'ont pas sur VHS ou sur bootleg ne les ont pas. Donc voilà. Clairement, si c'est le plan dans les 5 prochaines années de vraiment sortir de l'inédit, je vous recommande d'aller soutenir cette ressortie de Sign of the Times, parce que niveau son, ça lui rend justice, quoi. Voilà. Ok, très bien. Bon, c'est un peu plus compliqué pour aller le voir, mais effectivement, je pense que les fans sont déjà au courant, l'ont déjà vu. Je pense que, voilà, avec l'exploitation IMAX, c'est censé être que pour une semaine. Si par hasard c'est amené à être prolongé, je pense que oui, il faut vraiment aller le voir. Et effectivement, oui, les 22€, ça fait très très mal en bid 2025, ouais. Mais ça les vaut. Ok, très bien, très bien. Elodie, toi de ton côté, je vois qu'il n'y a pas de récap de la semaine, mais par contre, tu as une reco. Oui. Parce que vous savez que moi, je vous parle toujours de trucs qui viennent tout juste de sortir, que je suis toujours à la pointe de l'actualité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un film culte, un vrai mythe du ciné, et non pas une mythe du ciné, qui a autant fait trembler l'Amérique que les vitrines des banques. Je vais vous parler de Bonnie and Clyde, voilà, qui vient tout juste de sortir en 1967. Et si je vous disais que ce film pouvait être plus subversif, plus stylé et plus rock que 90% de ce qu'on voit aujourd'hui, et ben on va dégainer les chapeaux, on fait chauffer la Ford V8 et puis on remonte le temps. Parce que effectivement, bon, ok, j'ai un peu menti, 1967, c'était pas hier. Alors, petite fiche technique rapide, Bonnie and Clyde, c'est réalisé par Arthur Penn, c'est sorti donc en 67. C'est un classique du nouvel Hollywood avec Warren Beatty et Faye Dunaway dans les rôles titres, et vous pouvez le retrouver en streaming sur Max. Du moins, il y était quand je l'ai regardé avant les vacances.
Côté intrigue, eh bien, on suit Bonnie Parker et Clyde Barrow, 2 jeunes Texans désabusés en pleine Grande Dépression, qui vont se lancer dans une série de braquages aussi maladroits que médiatisés. C'est un road movie criminel, une histoire d'amour électrique et une cavale au goût d'interdit. C'est Bonnie et Clyde, c'est quand même un duo iconique. Et là, on y retrouve une Faye Dunaway complètement incandescente, genre mélange de fragilité et de rage contenue. Et Warren Beatty, c'est un charmeur bancal, parfois presque enfantin, mais toujours fascinant. Et leur alchimie crève littéralement l'écran. À noter aussi qu'on y retrouve un Gene Hackman jeune et déjà génial dans le rôle du frère de Clyde. Et c'est une vraie révélation. Oui. Après, il avait bien mangé pendant le tournage. Donc... C'est vrai. Les acteurs ne jouent pas les gangsters comme on s'y attendrait. Là, on a vraiment des personnages très humains. On rit avec eux, on s'inquiète avec eux. Et parfois, on se dit aussi, mais putain, mais quelle idée de vouloir braquer une banque qui a fait faillite. Non mais franchement, quoi. C'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, ça c'est sûr. Visuellement, le film est une claque. Arthur Penn mêle réalisme brut et stylisation quasi poétique. La lumière est sublime. Les costumes sont devenus cultes. J'imagine que quand vous essayez de vous figurer Bonnie, vous voyez tout de suite le bonnet de laine et la jupe taille haute, mais ça vient de là. Et chaque plan semble avoir été pensé pour être iconique. C'est absolument magnifique. Niveau scénario, la narration est très fluide, mais on est toujours un petit peu surpris. Il y a des ellipses, il y a des ruptures de ton. Parfois on rigole et parfois on est scotché par la violence soudaine qui sort un peu de nulle part. Et cette violence d'ailleurs, ça a choqué à l'époque puisque c'est un des premiers films hollywoodiens à montrer des balles qui font vraiment mal et pas juste « oh poum, t'es tombé quoi ». Et puis il y a une super bande son. On y retrouve des banjos, du folk, du blues. C'est une vraie BO qui sent la poussière, qui sent la fuite, qui sent l'Amérique profonde. Mais ça sent pas non plus le complet pecno du fin fond du Texas. C'est vraiment une superbe BO qu'on peut s'écouter même en dehors du film. C'est assez sympathique. Alors, si on veut chipoter, le rythme du deuxième tiers peut sembler un poil plus lent, surtout pour des spectateurs habitués au montage ultra cut d'aujourd'hui. Mais franchement, ce petit ventre mou, c'est aussi ce qui donne de la chair à l'histoire, puisque on prend le temps d'exister avec les personnages entre 2 hold-up un peu ratés, mais ça permet aussi de donner une respiration et d'humaniser des personnages. Et justement, donc ce film, c'est pas juste une cavale romantique, c'est aussi une critique du système. C'est un gros doigt d'honneur à l'ordre établi et il interroge la fascination pour la violence et le pouvoir des médias et surtout sur la marginalité. Et ça parle de jeunesse, bien évidemment, des jeunes qui ont une énergie brute, qui sont désespérés, qui cherchent à exister coûte que coûte et même jusqu'à aller contre la loi. Donc voilà, Bonnie et Clyde, c'est un peu 2 paumés qui rêvent de gloire dans un monde qui n'a rien à leur offrir. Et le film nous force à nous demander jusqu'où on irait pour sentir qu'on compte vraiment. Donc le film est pour ceux qui aiment le cinéma qui a du style, du fond et des personnages un peu plus grands que nature. Il n'y a pas besoin d'être un cinéphile érudit pour l'apprécier, même si c'est un très vieux film. Mais ça parlera aussi aux amateurs d'histoire du cinéma. C'est à la fois un film très accessible et assez profond. C'est romantique, c'est violent, c'est tragique, c'est drôle. C'est tout ça à la fois, ça fait déjà beaucoup. Donc voilà, je vous le recommande parce que c'est un film qui a quand même changé le cinéma américain. Parce que l'histoire déjà de base aussi très intéressante. C'est vrai, c'est un film qui est quand même assez qui romance pas trop non plus l'histoire originale. Il n'y a pas à la romancer, c'est ça c'est pour ça le film je le connais bien et c'est vrai que c'est un risque qu'on pourrait avoir, c'est de se dire on va le romancer, on va le rajouter un peu de sucre par-dessus, etc. Alors que l'histoire réelle, elle a rien du tout pour être romancée, c'est horrible. Je vous conseille d'ailleurs le podcast Les pires moments de l'histoire consacré à Bonnie et Clyde. C'est dit avec beaucoup d'humour par Charles Beauchesne, mais globalement, l'histoire est tragique. C'est tragique, c'est gore, c'est tout ce que vous voulez, et c'est pas du tout l'image un peu d'Épinal qu'on se fait, quoi. Non, et d'ailleurs, le film le rend bien parce qu'il y a quand même des scènes très violentes. Alors, très violentes pour l'époque, hein, bien évidemment. Faut pas s'attendre non plus à des seaux de sang balancés, mais voilà, quand même. En tout cas, leur fin n'est pas épargnée. Voilà, Bonnie et Clyde, c'est des personnages qu'on n'oublie jamais et parce qu'en plus d'être un bijou de mise en scène, c'est un film qui vous prend par la main et qui vous laisse en plan, le cœur un peu serré.
puisque comme tu disais, la fin est très tragique et c'est difficile de l'oublier. Voilà, c'est pas juste un film à voir, c'est un film à vivre. Il a 57 ans si je compte bien et il a plus de mordants que beaucoup de blockbusters de 2025. Donc voilà, beaucoup d'audace, beaucoup de romantisme tragique, une influence qui résonne encore aujourd'hui. Donc si vous ne l'avez jamais vu, bien foncez. Et si vous l'avez déjà vu, refoncez parce que ça vaut le coup. Donc voilà, dites-moi, vous choisiriez la cavale ou la routine pépère ? La cavale, la cavale, la cavale. Alors regarde le film, après tu me rediras. Oui, ça a l'air trop bien. Regarde d'abord le film ou reste-toi sur l'histoire de ces deux-là. Après avoir le film, peut-être tu diras, je serais resté chez ma maman. Voilà. Donc voilà, Bonnie and Clyde de Arthur Penn, c'était donc sur HBO Max. Mais bon, ça peut se trouver aussi un peu ailleurs, en DVD, Blu-ray sans doute. Oui. Je n'ai pas été vérifié. Mais il y a de grandes chances, en tout cas, oui. Blu-ray à minima, oui. Je conseille aussi tout à fait vivement. De mon côté, on va rester du côté des choses où c'est pas très, il y a de la romance, mais il y a des choses gore aussi. Voilà, c'est pas des gens forcément bien sous tout rapport. J'ai fait Mafia: The Old Country, qui est donc sorti le 8 août dernier. Je vais rien spoiler. Promis, c'est très compliqué. Alors, il y en a sous le capot. Il y en a sous le capot et tu crois pas si bien dire. Mafia, pour la petite histoire, c'est quand même une série qui remonte à 2002. Voilà. Le premier Mafia qui donc avait pour titre The City of Lost Heaven, qui est en fait une espèce de New York, un peu romancé, qui se passait à ce moment-là après la Première Guerre mondiale, juste après la Première Guerre mondiale. Moi, c'est un jeu que j'avais essayé de faire tourner, je sais pas combien de fois sur les PC que j'avais eu à l'époque, qui étaient pas assez puissants, et dès qu'on commençait à rouler dans la ville, parce que c'est un jeu où on était dans une ville ouverte, un peu comme GTA. Ça ramait pas mal en bagnole, donc j'ai toujours été un peu frustré de tout ça. Donc mon entrée vraiment dans la série Mafia, c'est avec le 2 qui est sorti 8 ans plus tard, 2010, voilà, sur PlayStation 3. Puis depuis, il y a eu le 3 qui est sorti en 2016. Je vérifie mes dates. C'est ça, 2016, le 3 qui se passait dans les années 60 après la guerre du Vietnam, donc à New Bordeaux, donc en Louisiane. Enfin, une ville fictive encore une fois, mais qui s'inspire de la Louisiane. Et en 2020, il y avait eu la Mafia de Definitive Edition, qui en gros était un remake du tout premier, mais avec des graphismes absolument à tomber, parce que forcément, on passe de 2002 à 2020, le choc il est grand, mais j'ai enfin pu le faire à ce moment-là, et j'étais alors absolument heureux, parce que c'était un des jeux qui m'avait le plus marqué à ce moment-là. Pourquoi ça m'a marqué ? Parce que Mafia, comme son nom l'indique, c'est le classique rise and fall en fait. On est quelqu'un qui arrive souvent, d'un endroit où il est perdu, il n'a pas vraiment de repères, où il n'a plus vraiment de famille ou très peu, et pour pouvoir s'en sortir, il va être embarqué dans toutes les histoires de mafia, des choses qui sont un peu louches. Et puis tu vas gravir les échelons jusqu'à être le plus haut, avec derrière tout ça à chaque fois une histoire absolument magistrale, super bien écrite, super bien jouée, avec des scènes cinématiques dignes d'un film. Moi le premier et le deuxième m'ont fait pleurer, mais vraiment on s'attache vraiment au personnage. Le 3, j'avais un peu plus de mal au début, puis en le refaisant, l'histoire était quand même assez intéressante. Ça parle du PTSD, ça parle de l'Amérique des années 60 et du racisme, alors que vous incarnez un personnage noir. Donc ici, on est dans Mafia: The Old Country, on est en Sicile en 1903 pour le tout début, donc juste avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment, niveau historique, c'est lui le premier. Et on incarne Enzo, qui est au départ un gars qui travaille dans les mines en Sicile,
Et bon, ça se passe pas super bien. Les mines sont gérées par une famille mafieuse. Il se passe des choses qui font que il est obligé de fuir. Et dans sa fuite, il se retrouve en fait récupéré par l'autre grande famille de mafieuse de Sicile, les Torizzi. Et donc, on est pris au départ pour faire des petits trucs, porter des choses, nettoyer les chevaux et genre de trucs. Et puis petit à petit, on va aller aider et on va essayer de prouver sa loyauté à la famille. On rajoute à tout ça une histoire d'amour, bien entendu. Une histoire d'amour impossible en plus, qui va durer pendant pas mal d'années et qui va être compliquée parce que l'histoire d'amour, c'est avec la fille du parrain. Et ça le fait pas trop, vu que le parrain, depuis la disparition de sa femme, il est absolument ultra protecteur, voire très con, mais voilà, ultra protecteur sur sa fille. Le premier truc qui m'a frappé avec ce jeu-là, c'est que la Sicile, c'est ensoleillé de fou, c'est beau, les espèces de collines, de montagnes, les décors sont super beaux. L'histoire, elle est absolument géniale. En plus de ça, très très bon truc, c'est que le jeu, on le trouve à une 40aine d'euros, contrairement aux 80 classiques, donc ça c'est très très bien. En plus de ça, on en a pour à peu près 15 heures pour le faire, ce qui est extrêmement bien, et c'est un jeu que beaucoup diraient oui, ça date des années 2010, etc., parce que c'est très linéaire, et pour un jeu qui donnerait l'impression d'un monde ouvert, en fait le monde ouvert, c'est plutôt des arènes un peu interconnectées et vaguement ouvertes. Il n'y a rien qui vraiment te pousse à aller fouiller ou à aller partir avec ton cheval ou ton vieux taco, visiter le tout. Tu peux le faire à certaines limites, mais le but c'est qu'en gros, on te dit, tu vas aller faire ça, l'histoire va t'amener à un endroit, tu vas faire les choses, et puis en fait tu vas être attiré par cette histoire-là, tu vas lire des petits bouts de papier qui sont un peu partout, qui te racontent l'histoire géopolitique réelle qui est derrière. Et attends, je vois qu'il y a merci encore les spams sur Twitch. J'avais une notification. Bref, on a tout ça qui va nous mener de course-poursuite à infiltration, combat au couteau. Dans les autres jeux on était plutôt au point, et là on doit manier le couteau, on peut le faire évoluer, on peut en acheter d'autres, on doit l'aiguiser parce que ça ne marche pas toujours, le couteau sert aussi à débloquer certains trésors. Franchement le jeu, une fois que je l'ai lancé, j'ai directement été happé. Il faut pas attendre 1 heure ou 2 que le scénario se lance. Non, au bout d'une demi-heure, c'est bon, j'ai compris, je sais où je vais, je sais que ça va être vachement bien, et plus ça avance, plus l'histoire nous surprend. Elle arrive à nous surprendre, alors que les histoires de mafia, on en a déjà eu, alors à plusieurs qu'en faire, des Rise and Fall, voilà, mais la façon dont c'est amené, dont c'est écrit, dont c'est joué et découpé, c'est vraiment une œuvre assez magistrale. Je pense que c'est même le meilleur mafia qu'il y ait eu depuis le début. Je l'ai fait en VF. J'étais content de retrouver certaines voix que je connaissais, dont Alexis Thomasian, dans un des personnages qui au départ est un petit connard, un petit con, mais que finalement, il est assez rigolo. Et puis, directement, on a sa voix à l'oreille. Que dire de plus là-dedans, c'est que si vous avez envie d'une aventure bien écrite, bien racontée, qui se joue quand même facilement, qui va pas trop vous prendre la tête, et qui vous fera à peu près 15, peut-être 20 heures si vraiment on est un peu lent, 15 heures avec un scénario qui va vous mettre une sacrée claque à la fin, ça je peux vous le dire, on s'y attend absolument pas. Foncez, parce que moi ça fait partie des grands jeux de cette année, et pourtant il reste encore quelques mois, mais là très franchement Mafia, je l'attendais fébrilement dès qu'il avait été annoncé. Le fait que ça se passe en Sicile et plus du côté d'une ville américaine, j'étais assez happé. Et un grand bien m'a pris de l'acheter. Le seul truc qui m'a fait attendre de devoir y jouer, c'est que j'étais en vacances et que j'étais pas chez moi. Voilà, c'est la seule raison. Mais dès que je suis rentré, je fonçais dessus. Et il est sur PC, Xbox et PlayStation 5. Je vérifie s'il est sur Switch 2, mais je pense pas qu'il était annoncé.
Je ne vois pas, en tout cas là-dedans, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent une petite version. Mais vu la qualité graphique de tout ce qui est amené, je sais pas si... je voudrais pas médire, mais je sais pas si finalement la Switch 2 pourrait vraiment tenir le haut du panier avec sa puissance. Voilà. Et je pense que je suis seul à y avoir joué de toute façon. Je sais pas si ça va intéresser qui que ce soit. Mais voilà, la série Mafia, si vous aimez les histoires mafieuses comme ça, bien racontées, qui vont pas avec le dos de la cuillère, faites-les. Je pense qu'on trouve même des versions sur YouTube où on a juste l'histoire, si jamais vous voulez que l'histoire. Donc ça c'est à vous de voir. Ça c'était mon conseil, ma reco de la semaine. On va passer du côté jugement de toi, Mathieu. Oui. Moi, sinon, j'ai vu un deuxième film d'horreur que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Heavenly en français ou Weapons en anglais. C'est sorti le 6 août, donc ça fait un petit moment, mais j'ai regardé, il passe encore au cinéma, donc vous pouvez le trouver. Ça le fait. Surtout, ça vaut le coup. Et puis sinon, ça veut dire qu'il sera prochainement sur Canal, etc. C'est un film de Zach Greger qui avait réalisé Barbare sur Disney+. Ou alors, pour les plus fous d'entre vous, il a joué Owen dans la série Worked. Voilà, sur la parodie de Lost, tard l'époque. J'ai vu ça, j'ai un peu bugué. Oula, ça fait des souvenirs de Monsieur Syrian Friends, ça. Qui se souvient de la chaîne Voilà, je voulais juste reposer que cette série a existé un jour et qu'on a bien aimé. Et sinon, vous retrouverez au casting Josh Brolin, Julia Garner, Eldon Ehrenreich, Benedict Wong et Amy Madigan. En gros, Alden Ehrenreich, c'est Han Solo dans Star Wars, dans le film qui n'a pas marché. Voilà. Super, voilà. Oui, en vrai, il est bien dans le film. Hein. Enfin, j'ai pas vu Solo, mais j'ai pas envie, mais dans ce film-là, il était bien. Le pitch est très cool, parce qu'il est comment on dit ? Il est relativement simple, mais efficace. En gros, à 2h17, il y a 17 enfants qui sont sortis de chez eux et qui sont jamais revenus. Donc tous les élèves d'une même classe ont disparu pendant la même nuit, sauf un. Et la ville entière se met à chercher et à découvrir où sont passés les enfants, qui les a kidnappés ou quoi, et qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène inexplicable. Voilà. Donc, ça tient en une ligne et ça va vous tenir en haleine pendant à peu près 2 heures, peut-être un petit peu moins. C'est un film d'horreur, mais ça commence comme un vrai thriller dans le sens où au début on n'a pas de phénomène surnaturel, c'est vraiment juste une scène, les enfants disparaissent, ils sont un peu dans une position bizarre, mais c'est à peu près tout. Et en vrai, on dirait qu'ils sont partis d'eux-mêmes et qu'ils étaient contents de le faire. Et toute la ville se met à se dire, mais est-ce que c'est l'institutrice qui l'a fait ? Pourquoi elle l'aurait fait ? Et blablabla. Et la police ne sait pas quoi faire. Et donc c'est une véritable enquête policière qui est très bien ficelée. Et donc déjà, le film pourrait tenir avec ça. Mais petit à petit, on va avoir des petits twists que je ne vais pas révéler, mais en tout cas dans la forme, chaque personnage va mener l'enquête, parce qu'on va commencer par l'institutrice, l'histoire de son point de vue, puis au bout d'un petit moment, on va passer sur un flic, le directeur de l'école, le père d'un des enfants qui a disparu. En gros, c'est une histoire où on va avoir des petites pièces à chaque fois, où on va savoir plus que les personnages, mais on sera tout aussi perdu. Finalement, l'horreur arrive petit à petit. En termes d'horreur, c'est assez classique. C'est des screamers, des scènes de cauchemar, des violences physiques, du sang. C'est pas très violent du tout. Enfin, c'est très ok dans ce que ça présente. C'est vraiment, on a vu bien pire. Mais vu que c'est mélangé au thriller et que c'est pas omniprésent, on sait pas quand elle arrive et c'est là que le film marche le mieux. On se fait quand même un petit peu pipi dessus parce que c'est plein de suspense, mais là où le film, je trouve qu'il est vraiment fort, c'est quand il mélange les genres de façon assez inattendue. Par exemple, lorsqu'il va dans la comédie, parce que c'est aussi un film très drôle. On pourrait penser que c'est un film pas très accessible parce que le sujet est quand même assez lourd, avec
des enfants qui disparaissent de façon assez inexplicable. Je pense que quand on est parent, on est assez paniqué devant. Et le film arrive à désamorcer ça et à rendre le film assez jubilatoire et agréable à regarder sans pour autant perdre son côté thriller et horrifique. Les personnages gardent toujours leur humour, ça les rend très très humains. Par exemple, ils vont avoir des réactions très crédibles qu'on verrait pas dans un film d'horreur habituel, où s'ils croient apercevoir quelque chose dans le noir avec des arbres un peu plus loin, et ben au lieu d'aller le voir en disant « Vous inquiétez pas, je reviens », il va faire « Non, 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 je n'y vais pas », mais il est cloué au sol et la menace se rapproche de lui. Ce genre de choses. Ou alors, il va faire une scène de cauchemar et il va hurler de façon extrêmement drôle en se réveillant, ce genre de choses. Donc il va désamorcer un peu les situations et comme ça, on peut avancer dans le film assez sereinement quand même. On doit notamment cet excellent mélange des genres, je trouve, au casting, qui pourtant a complètement changé pendant la production. On devait notamment avoir Pedro Pascal au casting, mais ça a dû prendre un petit peu de retard et les acteurs avaient d'autres obligations contractuelles. Et le casting a été presque entièrement renouvelé, et pourtant ça ne se voit pas une seule seconde. Vraiment, ils se donnent tous à fond. Et ils m'ont vraiment tous impressionné. Même Josh Brolin, pas que j'aime pas Josh Brolin, mais juste qu'il joue un personnage qui au départ me paraissait d'être un très gros connard. Finalement, il arrive à le rendre attachant, sympathique et émouvant. Donc bravo à lui. En gros, c'est pas le film de la décennie, mais j'en attendais rien et j'ai vraiment pas été déçu. Il a un grand succès en ce moment et il le mérite parce que s'il se prend pas au sérieux, il fait les choses extrêmement sérieusement. T'en ressors, t'es passé par plein d'émotions, le suspense, la peur, la joie, la catharsis et même la tendresse sur la fin. C'est vraiment agréable de voir un truc comme un film d'horreur qui ose proposer quelque chose de nouveau ou en tout cas de sortir des sentiers battus. Et surtout, je terminerai par une mention spéciale, si vous avez vu le film ou vous en avez déjà un petit peu entendu parler, c'est évident, pour Amy Madigan qui joue Gladys. Je n'en dirai pas plus, mais elle a cassé Internet et elle le mérite. C'est un mème à elle toute seule, elle vole toutes les scènes et elle vole le film, elle le porte haut dans ses épaules. Et je pense que son interprétation joue beaucoup sur justement cette partie comédie qui fait que le film va bien plus loin que ce qu'il aurait pu être. Et si elle a une nomination aux Oscars dans le meilleur second rôle, franchement, elle la démériterait pas parce qu'elle est incroyable et j'ai vraiment très envie de revoir ce film prochainement et je vous invite à le découvrir. Voilà. Oui, mais il m'a bien intrigué aussi parce que tu en dis ne fait qu'attiser l'envie d'aller le voir. Le seul problème qui me bloque, c'est que le temps. Oui, mais oui. Mais franchement, si c'est un film qu'il faut favoriser sur votre watchlist, c'est peut-être celui-là. Ok. De ton côté, Florian, toi, c'est de la lecture, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un comic book qui est sorti en mars dernier chez l'éditeur Futuropolis, qui s'appelle Spy Superb. Spy Superb, l'espion ultime pour être plus précis, qui est donc l'œuvre de Matt Kindt au scénario et au dessin, et également donc aidé de sa femme Charlene Kindt côté couleur et côté graphisme. Voilà. Donc de quoi ça parle-t-il donc? C'est en fait c'est un tout petit peu on a vu pas mal de comédies d'espionnage qui partaient du principe que on pourrait faire avec des kidams en fait qui sont amenés en fait dans une intrigue d'espionnage et qui sont un tout petit peu chaperonnés, même pas plus tard que là au printemps dernier il y avait Banger avec Vincent Cassel sur Netflix que je ne recommande absolument pas, qui avait un tout petit peu cette chose-là, donc un DJ imbu de lui-même qui a attiré dans une intrigue qui le dépasse et donc dans une intrigue d'espionnage. Et là en fait Spy Superb, c'est donc un nom de code qui a été plus ou moins inventé dans l'univers dans l'univers du comic book par la CIA pour comme arme d'espionnage ultime, avec un espion qui est absolument indétectable
Et en réalité, donc on nous explique très très vite que le Spy Superb, en réalité, n'existe pas. Il a existé à un moment, mais il s'est fait exploser en fait dans les années 40. Et depuis, les États-Unis ont caché que l'opération avait avorté. Et ils ont gardé Spy Superb comme nom de code secret pour des opérations où en fait on engage des parfaits anonymes, des parfaits kidam. Le plus souvent des abrutis finis, et en fait on leur fait faire le sale boulot en leur faisant faire des opérations d'espionnage. Et donc là, Spy Superb, ça n'est rien d'autre que une série, une comédie d'espionnage qui va explorer en fait ce concept vraiment jusqu'au bout. Donc aller chercher vraiment un abruti fini. Et là, en l'occurrence, dans Spy Superb, l'abruti fini, c'est Jay qui est un écrivain totalement imbu de lui-même, qui a très très peu de proches, qui essaie d'écrire son magnum opus, qui se sent totalement incompris. Et il va être plus ou moins choisi à l'insu de son plein gré pour une opération très très dangereuse par l'organisation d'espionnage en fait du comic book qui s'appelle le Half 8. Je trouve ça très très fun parce que déjà c'est une mini-série que en réalité ça alterne entre ça prend pas énormément de les codes de l'espionnage totalement au sérieux, c'est-à-dire qu'il y a un ennemi mais c'est pas il y a un ennemi, il y a un antagoniste et il y a bien une mission, mais c'est pas exactement l'intérêt de la série. L'intérêt de la série en fait c'est de développer un tout petit peu à la fois un ton qui est un tout petit peu décalé, qui est un tout petit peu qui sort un tout petit peu même des comédies d'espionnage décalées dont on a l'habitude. Et ça, en fait, en réalité, ça met en scène des personnages qui sont très frustrés, en fait, qui sont à la fois, qui se sentent très très professionnels, mais qui sont très frustrés de ne pas pouvoir faire leurs preuves. Donc, il y a le personnage de Jay, qui est vraiment un crétin fini, mais qui se laisse mener par le bout du nez en fait, parce que à cause de son ego, à cause de la prétention, et une fois qu'il réalise que c'est lui le Spy Superb, avec son côté grandiloquent, où en fait il veut littéralement en faire un roman autobiographique sur son passage dans l'espionnage. Donc c'est un tout petit peu ce type de délire. Mais du côté espion, on a 2 ou 3 personnages qui sont extrêmement compétents, mais où on nous les décrit plus par leur frustration, mais aussi par leurs compétences et par leur spécialité. Et la particularité de Spy Superb, c'est que ça va être des spécialités totalement décalées. Donc il y a un espion en fait où son move, c'est d'avoir plein d'articles que tu pourrais avoir à Jiffy, donc des ciseaux, des choses comme ça. Il a des étoiles ninja qu'il fait en origami. T'as quelques pages en fait t'as quelques pages du comic book en fait entre les chapitres où on te montre comment faire une étoile ninja en origami, et après que tu vas pouvoir piquer du poison pour balancer sur tes ennemis. Donc si Spy Super vous fait chier, vous avez ça pour les travaux manuels. Voilà, donc c'est une chance au grattage, une chance au tirage. Et l'autre intérêt de Spy Superb, en plus d'essayer d'avoir un ton décalé, mais un ton décalé qui lui soit propre, c'est un espèce de graphisme qui est avec un trait un tout petit peu mal dégrossi, avec des visages qui sont un tout petit peu déformés, avec des colorations à l'aquarelle. Ça donne un côté très très rétro, très très 60s en fait. Donc ça a rien à voir avec certains comic books en fait où tu as le rendu avec des environnements qui sont aidés un tout petit peu par la 3D, par l'accumulation de couches. Là c'est vraiment voilà du 2D, de l'artisanal à 100%. Et ça donne un style qui est assez, on va dire, qui est assez alternatif en fait. J'avais l'impression de lire souvent quelque chose une comédie d'espionnage, un comic book d'espionnage tout droit sorti des années 1960-1965. Donc il y a beaucoup de charme
dans le trait un tout petit peu rétro et dans le côté mal dégrossi, mal assuré en fait des graphismes. Donc c'est volontairement kitsch et c'est volontairement un tout petit peu décalé aussi au niveau du graphisme. Donc je recommande ça tout simplement parce que voilà, c'est un one shot qui se lit vraiment vraiment très bien, qu'il y a assez peu de surprises, mais il y a une étude de personnages qui est quand même assez intéressante. Donc voilà, c'est aux éditions Futuropolis et c'est à aller retrouver dans toutes les bonnes crèmeries. Merci. Donc Spy Superb, roman graphique. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça. J'aimerais juste ajouter un petit truc que j'ai oublié tout à l'heure dans mon récap. Je pense que j'en parlerai un peu plus quand j'aurai joué un peu plus aussi, mais il y a un jeu qui s'appelle Militionneur qui est sur Steam. Pour l'instant, il est en bêta, donc vous pouvez essayer gratuitement. Où en gros, c'est Kafka qui s'est dit tiens, je vais faire un jeu où en gros tu es sur une île prison. Quand tu regardes dans le ciel, tu as un énorme policier qui ne fait que te regarder tout le temps. Et toi, ton but, c'est de sortir de cette île. Il y a un train qui part tous les X temps. Il faut un billet. Le billet, personne ne peut te le vendre parce qu'ils sont tous toujours vendus. Donc, ton truc, ça va être d'essayer de trouver un moyen de trouver ce billet-là. Et comme il te regarde tout le temps, dès que tu fais un petit faux pas, bizarrement, tout devient très sombre et il vient te choper comme une petite poupée pour te parler. Et à ce moment-là, tu peux choisir un peu ce que tu lui dis, tu peux essayer de le manipuler, tu peux essayer de mentir, lui dire la vérité, tu peux même aller jusqu'à essayer de le draguer un peu et de voir si ça t'aide dans la suite de ton jeu. Donc c'est un jeu étrange, jamais vu jusque-là. On pourrait penser que c'est... le but, il est assez simple, mais il est très étrange. Je vous conseille de regarder des vidéos de Militionneur, donc MILITSIONER, par un studio qui s'appelle Tall Boys. Et c'est leur premier jeu en plus. Et vous allez voir, c'est vraiment... c'est la milice qui vous regarde, et qui vous regarde de très très haut, et le mec, il est absolument gigantesque. Voilà, donc quand j'en aurai un peu plus d'heures sous le pied... je pourrais vous dire si vraiment on pouvait y aller, mais juste pour l'OVNI, ça vaut le coup. Et j'avais oublié aussi de dire, je parlais de Around the World in the Day et la réédition qui n'est pas officiellement annoncée. J'avais oublié de préciser que la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il y a un premier extrait, donc une version live de plus de 20 minutes de America qui a été sortie officiellement début juillet. Donc je vous recommande parce que c'est vraiment ça qui on va dire fait poindre dans la direction d'une future réédition de luxe de Around the World in a Day. Et voilà, 20 minutes, quand c'est Prince, c'est jamais too much parce que dans l'univers de Prince, il y a très très peu de choses qui sont too much. Très bien, on va terminer avec ces bonnes paroles-là. En tout cas, merci à vous trois de m'avoir accompagné pour cet épisode 40 de l'hebdo de Culture Club Sandwich. On vous retrouve la semaine prochaine, donc le lundi à 20h30 pour l'enregistrement et dès le mardi pour la version podcast, mais aussi sur YouTube et sur Twitch. Je pense que on peut souhaiter une bonne semaine, une bonne rentrée pour les enfants français, et surtout de bonnes découvertes culturelles. Et n'oubliez pas, bonne Jovi. Je t'ai vu baisser le son. Bah oui, j'ai pas envie de devenir sourde. Allez, à la semaine prochaine.